Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode un peu spécial. En créant le podcast Allez vas-y, je voulais mettre en avant des personnes qui agissent et qui restent très humbles. J'avais en tête le profil d'une personne qui aurait eu toute sa place sur le podcast, qui nous a malheureusement quittés bien trop tôt et bien trop jeune. Je vais vous parler de Sidi, venu du Sénégal pour faire ses études en France et qui a mené de nombreuses actions pour aider son pays sans pour autant se mettre en avant. Dans cet épisode, Alexander a accepté d'être en quelque sorte l'intervieweur pour mener à bien cette tâche ô combien émotionnelle. J'en profite dans ce podcast aussi pour parler de la création d'associations et de la difficulté de la faire vivre. Allez, je prends mon courage à deux mains, je réunis mes souvenirs et on va honorer la mémoire d'un vrai rayon de soleil. Bon. À un moment, on est lundi, il est 8h04, on va y aller peut-être. C'est pas mal. On dirait un bon élève quand t'es comme ça. Sur une chaise haute. Ouais. Pour prendre un peu de hauteur. C'est beau ce que tu dis. Et ouais. Eh ben, on se retrouve sur le podcast aujourd'hui pour un épisode très spécial pour plusieurs raisons, parce qu'on va parler d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, et puis parce que je vais me mettre un petit peu dans une peau différente de d'habitude, et donc pour ça j'ai demandé à Alexander s'il voulait bien m'accompagner après avoir enregistré 2 podcasts. Et j'ai dit oui. Oh putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, en même temps, comme il est alternant, il n'y avait pas trop le choix. Ça fait c'est vrai que lorsque tu m'as menacé, j'ai pas pu dire non sur le moment. C'est normal. C'est bien évidemment une blague. Je voilà. menace souvent les gens. Plus sérieusement, c'est un épisode dans lequel on va parler de Sidi, qui est un ami qui est malheureusement décédé, mais pour qui, effectivement, le podcast Allez vas-y aurait été une telle évidence que je n'ai pas pu résister au fait de vous parler de ce qu'il faisait, de qui il était. Donc je vais vous parler de son parcours. Je vais me permettre de parler de son parcours en parlant des choses que je connais de lui. Donc peut-être que certains dans son entourage me diront « mais c'est pas totalement ça ». Donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de compléter ce podcast, ça sera un podcast un peu interactif. Vous m'envoyez une note vocale enregistrée avec votre téléphone et puis on fera un complément d'information, même si vous avez envie de parler de lui. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de rendre hommage à des gens comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, on remettra tout ça dans les notes du podcast. Et pourquoi Alexander ? Tout simplement parce que je me voyais mal parler tout seul pendant 40-45 minutes d'un sujet dans lequel pour moi il y a quelques moments d'émotion forcément, l'idée n'étant pas de vous faire pleurer, mais surtout d'honorer sa mémoire, parce que, encore une fois, quand on parle de bénévolat, je pense que voilà, il se plaçait là. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer, et pour moi comme pour les autres, je pense que ça aurait été bien d'un petit peu contextualiser l'histoire, savoir qui est Sidi, comment tu l'as rencontré. Eh ben en fait, Sidi, c'est à la base un garçon qui est né au Sénégal, qui a fait toute son enfance au Sénégal en s'éclatant à faire de la motocross. Je l'ai appris malheureusement après son décès. Et ce qui s'est passé, selon ce qu'il m'a expliqué, encore une fois, c'est ma version de l'histoire, je le redirai plus après, mais là je le redis. À 17 ans, a priori, grève au Sénégal et autres, et il s'est retrouvé à ne pas pouvoir passer son bac ou être en risque à ne pas pouvoir le passer. Il avait un de ses frères qui était déjà en France, donc direction la France, sauf que c'est en cours d'année et il reste plus beaucoup de lycées, et il se retrouve, donc son frère était dans le nord de la France à Lille, il se retrouve arrivé dans la métropole lilloise, et là, a priori, il n'y a plus qu'un lycée pour l'accueillir. C'est, encore une fois, d'après ce que j'ai comme écho, le 2e pire lycée de France. Voilà. Quand même, ok. Et lui, il s'adapte, pas de problème. Il passe son bac, il fait des études avec l'idée de pouvoir repartir au Sénégal, puisqu'il avait la chance d'avoir un papa qui avait un travail assez important au niveau de l'aéroport, des frontières et autres. Et l'idée pour lui, c'était de pouvoir faire carrière dans son pays et pouvoir aider son pays à se développer. Donc il fait des études de gestion, si je ne me trompe pas. Enfin bref, peu importe
rapporte, ça n'a pas trop d'intérêt. Et pour vivre, il veut faire un job étudiant. Et c'est ce qui l'amène à arriver chez Ikea. Et il commence... alors la légende dira un endroit, l'autre à un autre. Moi j'ai souvenir qu'il a commencé au sapin. Quand on dit commencer au sapin chez Ikea, c'est au moment de l'hiver, on est dehors sous un chapiteau et on vend les sapins et on sky les miches. Et on en chie, on va le dire très clairement. Voilà. Et donc, il fait cette première mission. Alors, je ne sais plus s'il a fait que les sapins ou le chapiteau aussi, parce qu'il y avait un chapiteau extérieur, des fois aussi Noël ou un truc comme ça. D'accord. Bref, il plaît et son contrat étudiant est renouvelé. Et il fait son petit bonhomme de chemin et on lui propose un poste de vendeur. Et comme il aime Ikea, il reste. Il repart pas au Sénégal. Et a priori, c'est des questions qui vont lui revenir assez souvent. Et après avoir fait ce job pendant qu'il était vendeur, moi j'arrive chez Ikea en tant que contrat étudiant au service RH, puis ensuite stagiaire et enfin assistant RH. Donc je connais Sidi comme le vendeur. On l'appelait à l'époque, a priori, il y avait une soirée déguisée. Il était venu déguisé en Huggy les bons tuyaux pour ceux qui connaissent Starsky Hutch. Clin d'œil à la vieille génération. Toi, tu sais pas ce que c'est. Oui, j'allais dire, je ne connais pas voilà. du tout. Donc c'était une série des années 70-80 dans laquelle il y avait un monsieur Black qu'on appelait Huggy les bons tuyaux et c'était dans la série il y avait Starsky et Hutch qui étaient les deux flics et puis ils allaient toujours voir Huggy les bons tuyaux pour obtenir des bons tuyaux. trucs. Voilà, des bons tuyaux. Et la force de Sidi, c'était ça aussi. Dès que tu avais besoin d'un truc, Sidi arrivait toujours à te trouver quelque chose. Donc voilà un petit peu le moment qui fait notre rencontre. Ok. Et donc, du coup, Sidi est arrivé à Ikea avant toi. Ouais, Sidi était dans la Maison Bleue avant moi. D'accord, ok. Et en fait, pour la petite histoire, quand moi je suis arrivé, les premiers contacts, mais la difficulté quand tu travailles au service RH, c'est que tu fais la paye de tout le monde. Par principe, tu gardes un tout petit peu de recul avec les gens, tu essayes de pas... comment dire ? Tu fais toujours attention à la proximité que tu as avec les gens. En tout cas, moi, ça a toujours été une éthique de travail pendant très longtemps. Je me suis obligé à rester, je dirais, un peu en retrait, toujours dans le fait de dire, tu connais des choses très confidentielles sur les gens. J'apprenais les numéros de sécu par cœur. Voilà. Non, mais très sincèrement, on sait tellement de choses sur les gens que le danger est que si on se rapproche trop de certaines personnes. Donc bien sûr, j'avais plus de proximité avec les managers puisque ils étaient plus souvent dans le bureau RH pour gérer des problématiques de leur équipe et tout. Donc Sidi étant vendeur, je le croisais, je connaissais. Et puis un jour, on lui propose d'évoluer. Et je vais lui faire un clin d'œil, Pierre Villeneuve, qui lui donne sa chance et qui croit en lui. Donc Pierre qui est devenu depuis, après c'était le directeur du magasin et qui est devenu depuis entrepreneur comme moi, un entrepreneur ambitieux, donc je te fais un clin d'œil Pierre. Et on lui donne sa chance et effectivement pour certains Sidi avait plutôt le côté nonchalant, certains diront on est dans le cliché africain, nonchalant, etc. Mais c'est vrai, il était plutôt cool et moi je me disais je ne connaissais pas assez, je disais Sidi, manager, je sais pas, peut-être. Et puis en fait, dès les premières semaines et des premiers mois, on voit son côté humain, très humain, qui prend le dessus et qui fait que les gens adorent bosser pour lui, clairement, et que c'est quelqu'un d'ambitieux. Voilà un peu le contexte. Et donc, en le voyant plus souvent dans le bureau puisque manager, je commence à découvrir et puis il travaille en plus, alors j'ai la chance d'avoir mon cousin qui était aussi chef de rayon à l'époque et qui travaillait avec Sidi et qui le connaissait bien. Et donc quand je vois la proximité qu'a mon cousin avec Sidi, je me dis ça peut pas être une mauvaise personne, Sidi, c'est pas possible. Voilà. Et puis effectivement le côté des équipes qui se développent. Donc voilà le moment où on commence à un peu plus se croiser. Et donc justement, par rapport à ta relation avec lui, comment ça évolue ? Comment vous arrivez à vous rapprocher tout simplement ? En fait, le tournant, je dirais, c'est que, mais là encore une fois, on va parler de Ikea, mais c'est le moment où il y a l'ouverture des Nains Beaumont qui se déclare. Moi, je veux absolument aller vivre une ouverture. J'ai pas la possibilité de changer de région et autres, puisque ma femme travaille dans l'agroalimentaire et elle a déjà galéré pour trouver du boulot, donc elle bosse en Belgique.
Donc voilà, le seul truc que je puisse faire, c'est de la route. Donc moi, je décide de partir vers Hénin-Beaumont. Et Sidi dit la même chose que moi, entre guillemets, je veux vivre une aventure, je veux aller faire l'ouverture. Et puis il y a plusieurs personnes comme ça. Donc vivre une ouverture, chez IKEA, c'est une vraie aventure, j'ai fait le lapsus. Et donc les uns et les autres, on se rapproche. On vit, on prépare les recrutements, on prépare les rayons, bref. Et donc c'est le moment où je commence à avoir plus d'échanges avec Sidi. C'est pas le moment où on a des échanges très marqués, puisque les chefs de rayon partent en formation à différents endroits en France. Moi, je suis sur le recrutement. On est en pleine intensité, si je peux dire, de préparation de l'ouverture. Mais en tout cas, les premiers rapprochements se font. Ouverture du magasin, clin d'œil Fabrice Mangia, clin d'œil Christelle Barjonnet, clin d'œil Aline, et ainsi de suite. Enfin voilà, je pourrais faire des clins d'œil à tout le monde, mais vraiment un moment extra. Et je vois encore le côté humain de Sidi qui vient sur certaines situations, il règle des problèmes et autres. Voilà, une belle personne. Et donc tout doucement, je me rapproche de lui. Et c'est vrai qu'on a une fois une discussion, je sais plus à quel moment, mais il me dit: un jour, j'aimerais bien travailler au RH comme toi. Et je lui dis, c'est vrai que tu as une fibre, tu as quelque chose. Mais je lui dis, peut-être que tu t'ennuierais, tu aimes bien le terrain et autres. Et ce qui m'a marqué avec Sidi, c'est qu'on a eu pas mal de fois des discussions autour de la religion. Sujet qui est pas souvent facilement abordé. Lui me donnait son point de vue en étant musulman. J'apprenais aussi pas mal de choses sur la religion, et une ouverture d'esprit aussi, puisque Sidi avait été faire son pèlerinage à la Mecque. C'est pour ça que d'ailleurs je lui demandais, mais pourquoi tu t'appelles El Hadj Sidi si il dit parce que c'est en lien avec la Mecque. Quand tu vas à la Mecque, okay. Voilà, des choses que je découvre. Des fois, il avait aussi un côté un peu jugeant, on va dire, sur les jeunes, sur la façon de gérer la religion. D'accord. Voilà. Par exemple, Sidi était du style à dire aujourd'hui, je fais pas Ramadan, je fais une très grosse journée, j'ai pas envie d'être dans un mauvais état, j'ai pas envie de mal gérer mes clients, j'ai pas envie d'être mal. Donc, dit, je fais pas Ramadan aujourd'hui, mais ma foi fait que t'inquiète pas, ces jours-là, je les oublie pas et je vais les rattraper. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs, parce que je me disais, waouh, il a une façon de voir la religion. Et j'ai appris que les sportifs de haut niveau faisaient aussi ce genre de choses pour certains, de décaler leur ramadan et le faire après. Voilà, il n'y avait pas de souci. Et comme il m'avait expliqué, c'est dit... la religion et la foi, c'est ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur, c'est pas ce que tu dis aux autres. Il me disait, regarde ces petits jeunes là, ils font Ramadan, et puis le soir ils vont boire de l'alcool, et puis ils vont faire la fête, et puis avec des filles et compagnie. Voilà. Donc c'était un peu son côté vieux sage, grand-papa, qui, avant l'heure, on va dire. Il y a des moments où j'adorais sa sagesse. Quand il y avait des gens qui s'énervaient, lui il restait calme. Bon, c'est arrivé une fois où il a dit à un client, viens, on se... Ah, bon. J'enlève ma tenue. J'allais dire une personne très droite, très calme, mais qui a quand même... Alors, c'est un humain. La raison, voilà, c'est un humain. La raison pour laquelle, c'est que le mec lui a dit hey, mon frère. Parce que, voilà, couleur de peau à peu près similaire, mais pas similaire. Et Sidi a dit mais on n'est pas frères, mec. D'accord. Pas dire qu'il détestait ce genre de mots, mais c'était le genre d'expression toute faite en disant, dans le communautarisme un petit peu, c'était vraiment pas ce qu'il aimait du tout. C'était pas le bon moment. Non, pas du tout. Donc pour la petite histoire, il me balance ce truc en disant je veux un jour bosser au RH. Et comme je disais, moi je suis un peu sceptique sur le côté énergie qu'il aime déployer sur le terrain, mais il y a une fibre, il y a une vraie fibre. Et donc du coup, on arrive à comprendre que c'est quelqu'un de très énergétique qui est sur le terrain, il a un bon être, il est aimé par tous quasiment, et du coup là il a envie d'évoluer. Et du coup, comment se passe la suite ? Disons qu'en fait, il était chef de rayon au niveau de la vente. Et il y a mon chargé RH de l'époque, clin d'œil Stéphane, qui veut aller sur le terrain. Lui, quand on dit aller sur le terrain, c'est prendre une équipe et voir ce que ça donne et autres. Donc moi, je me retrouve sans chargé RH. Et mon premier réflexe, c'est de dire, putain, je pense à Sidi. Et effectivement, j'ai pas besoin de le convaincre. Mon directeur de l'époque, donc Fabrice, me dit mais vas-y bingo quoi, c'est le bon mec. Et on commence à bosser ensemble et c'est l'éclate parce que j'ai un Sidi qui s'éclate. Donc s'il s'éclate, moi je m'éclate et puis je prends de ce fait-là d'autres, je dirais une autre dimension puisque lui prend sa dimension et donc les premiers mois sont top.
il prend la main sur des sujets. Je sens que je vais pouvoir le développer et peut-être même le préparer à devenir RRH à l'avenir. Donc voilà, une vraie belle parenthèse. Et arrive ce qui doit arriver dans les magasins, c'est la vie de tous les jours. Et puis on a un responsable relation client qui s'en va. C'était pas voulu, mais il s'en va. Et donc je me souviens de la discussion avec mon directeur qui me dit on est dans la merde, on n'a plus personne qui peut prendre le relais du mec. Et je le connais, Fabrice, tu le sais. C'est qu'il avait un truc dans la tête et moi, par principe, je lui ai dit écoute, si on a une personne, il y a Sidi, il est prêt. Et c'est un vrai responsable de département dans l'âme, il peut y aller. Et il me dit ouais, mais si je te le retire, ça fait même pas 9 mois qu'il est là, tu vas être dans la merde. Je dis écoute, je serais un mauvais manager si je ne poussais pas Sidi à devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un responsable de département, et si je le garde sous mon aile entre guillemets parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, c'est être égoïste. Il est prêt pour prendre le poste et nous on va se débrouiller, puis Aline va évoluer et elle y arrivera, il n'y a pas de problème. Et donc Sidi devient responsable de département relations clients. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Ikea, c'est toute la partie transport livraison, toute la partie caisse, toute la partie accueil du magasin et tout ce qui est en lien avec les services, donc le retour client, tout ce qui est retour client, donc ce qu'on appelle SAV ou retour client. Donc bref, une sacrée grosse équipe, mais je sais qu'il va s'éclater. Je sais, il y a tellement de choses à faire que il va s'éclater, et en fait il s'éclate vraiment. Et le fait d'avoir travaillé avec lui en tant que chargé RH, quelque part je m'autorise cette proximité que je m'étais pas autorisé peut-être avec d'autres, tout simplement parce que le côté confidentiel il a eu des infos confidentielles qu'il connaissait, donc ça devient mon pote en fait, vraiment, dans ma tête, même si en tant que RRH je peux pas me le dire, mais voilà, je crée une proximité avec lui, et c'est là où je commence à m'intéresser aussi, pendant qu'il est chargé RH, à qui il est en tant que personne et à ce qu'il fait aussi. Et donc, qui il est en tant que personne, c'est au moment où il est chargé RH, je pense que Farrell est né, son petit garçon, donc qui a, si je me trompe pas, le même âge ou un an de moins que mon deuxième, donc forcément ça crée de la proximité. Et je m'intéresse aussi à ce qu'il fait en dehors. Et ce qu'il fait en dehors, c'est extra. C'est un mec qui n'a jamais oublié que le Sénégal, c'est sa patrie. Et donc il fait de ce que j'appellerais de l'associatif humanitaire, dans le sens où il s'organise avec le nom de l'association, je sais qu'il y avait un truc avec Renard, mais je vais pas dire de bêtises, en tout cas avec une personne avec qui il est proche, et tout au long de l'année il s'organise pour faire rapatrier du matériel au Sénégal. Et donc je sais qu'il m'a expliqué qu'il faisait partir des conteneurs, et que la toute première année où ils ont fait partir un conteneur, lui il voulait le faire de manière droite, alignée sur des valeurs, puis le conteneur est arrivé 15 jours après la date prévue, parce que c'est l'administration à l'africaine, et je dirais qu'on n'a rien à leur envier sur la gestion. La différence, c'est que l'administration à l'africaine, si tu mets un petit billet, comme il m'avait expliqué, ça va plus vite. Voilà. Bien sûr. Et pour vous dire à quel point c'était un mec humble, c'est qu'en fait, sa sœur était mariée avec un ministre sénégalais. Je l'ai su sur la fin. Il n'en a jamais parlé. Il avait la possibilité de retourner au Sénégal quand il voulait, il claquait des doigts. Il avait un poste extra, mais il préférait être chef de rayon ou chef de département chez Ikea. Okay. Donc c'est la preuve de ses valeurs, de son attachement, d'un truc qu'il avait, qui kiffait, quoi, tout simplement. Voilà, et c'est pas le prestige qu'il faisait kiffer. Et donc je me souviens, donc il me raconte effectivement que la deuxième fois il s'est pas fait avoir. Il a mis le petit billet dans la main et machin, et donc la deuxième fois son conteneur est arrivé. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faisait, c'est qu'il se démenait, donc des fois il demandait est-ce que des sacs Ikea un peu abîmés qu'on allait jeter, est-ce que je peux les récupérer pour l'assaut, ça nous permettra de stocker du matos. Et en fait il faisait venir un conteneur, et une année c'est un truc extra, une année ils arrivent à récupérer un vieux camion de pompiers, mais pas le jouet, hein, le vrai camion de pompiers, un truc énorme. Donc plusieurs mètres. Voilà, plusieurs mètres, un vrai beau camion de pompiers qu'ils ont mis dans un conteneur et qu'ils ont fait rapatrier via des dons, etc. Enfin bref, qu'ils ont fait rapatrier au Sénégal. Et même s'il est en fin de vie chez nous, il a une deuxième, voire une troisième vie au Sénégal. Okay.
Et c'est là où en fait je commence à discuter avec lui et qu'il m'explique et que je prends conscience. C'est très con, mais encore une fois, on est dans une période aussi où Internet c'est pas autant développé qu'aujourd'hui et où il m'explique comment des femmes de la province entre guillemets du Sénégal, enfin qui sont pas à la capitale, comment elles meurent avant de mettre au monde leur enfant. C'est-à-dire que quand il y a un problème, donc il me prend cet exemple, mais il y en a d'autres. Hein, mais une femme qui a un problème au moment de l'accouchement, elle met une journée de marche pour arriver jusqu'au premier hôpital. Et dans l'hôpital, il n'y a pas tous les moyens qu'on a nous aujourd'hui. Et donc certaines meurent, des fois c'est 2 jours de marche et elles meurent en marchant. Donc voilà, je prends conscience de certaines choses grâce à lui et effectivement c'est son combat, c'était ça aussi, c'était faire en sorte de ramener du matériel. Alors je sais qu'une fois ils avaient ramené je sais pas combien de kilos de pommes de terre, ils avaient dû faire attention pour qu'elles germent pas et tout machin, enfin bref. Et aussi ce qu'ils m'avaient raconté, c'est qu'ils avaient fait rapatrier des matelas que nous on voulait plus utiliser dans les hôpitaux et qui était hyper important pour là-bas. Je sais qu'il m'avait expliqué que les premières fois, quand ils avaient fait ce genre de truc, il y a tous les petits jeunes qui viennent pour aider à débarrasser. Et en fait, ils débarrassent pas le conteneur. Enfin, s'ils le débarrassent, mais à leur façon. À leur façon, ils ramènent chez eux. Voilà, beaucoup de pertes. Il y a une fois où ces fameux matelas d'hôpital, ils sont plastifiés pour éviter les problématiques. Et en fait, les gars, ils ont déchargé puis ils ont jeté par terre. Sauf qu'il fait tellement chaud que le plastique a fondu. Enfin voilà, c'est des exemples aujourd'hui où c'était de l'humanitaire fait avec les moyens, quoi. Enfin, c'est modernisé peut-être. Ouais. Puis même c'était humain, voilà. Et c'était vraiment de ce qui lui ressemblait. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu la chance d'aller au Sénégal. Il y a plusieurs de ses amis qui ont pu y aller et je fais un clin d'œil à Eric qui était un proche pote. Un pote proche, on peut dans les deux sens, enfin un pote en tout cas qui a été plusieurs fois là-bas, qui je pense même est un peu un Sénégalais d'adoption et qui a pas mal aidé aussi dans ce genre de mission. Il dit là-bas quand il était au Sénégal, ça je l'ai su aussi après, c'était quelqu'un qui avait les moyens, énormément les moyens. Mais on n'entendait jamais ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais entendu et il s'en est jamais vanté. C'est encore une fois ce qui illustre qui il était et ce qui fait que c'était important pour moi de l'avoir dans ce podcast d'une manière ou d'une autre, parce que c'est aussi ce qui m'a fait dire waouh, il y a des gens, ils font des trucs extra. Et en fait, ils n'en parlent pas. Et je peux comprendre qu'ils n'en parlent pas. Mais faut qu'il y ait d'autres personnes qui les mettent en lumière, quoi. Arrêtons de parler et pas de problème contre les gens, mais des gens qui font pas grand-chose et qui gagnent énormément d'argent et tout, et dont on entend beaucoup parler. Puis il y a des gens, ils gagnent pas d'argent. Ils se donnent à fond, et puis on les entend pas. Et moi, je voulais qu'on les entende. Donc, ce que Sidi faisait et ce qu'il a fait, c'était important pour moi de le mettre en avant. C'est ce que j'allais dire, justement, c'est que au final, le fait de le savoir après, et surtout pas de sa bouche, au final, c'est ce qui rajoute du charisme aussi à la personne. Et ça, on se dit, waouh, quel personnage ça a été. Et c'est magnifique. Et ce qui est aussi pas mal, c'est de voir que elle était très très engagée. Ça n'a pas été une chose temporaire en fait. Généralement l'humanitaire, des gens peuvent laisser tomber, manque de temps, professionnel, etc. Et on voit qu'il était sur tous les champs, lits d'hôpitaux, camions de pompiers, très étonnant. Et du coup, comment se passe la suite ? Disons que au moment où je deviens proche de lui, vraiment très proche et autres, donc il est responsable de département relations clients, où certains l'appellent papa. Donc je sais qu'on avait eu des discussions où je disais fais gaffe, t'es en train d'être un manager paternaliste et tout, mais il disait ouais je sais, mais il dit des fois c'est ma nature, ça me rattrape et autres. Et en fait, c'est en avril 2013. Il est pas bien, ça fait plusieurs semaines que je le vois. Puis on est en avril, il fait plus si froid que ça. Il est toujours avec son blouson jaune fluo parce que quand on va sur l'extérieur, sur la zone de chargement, il faut qu'on ait. Je dis ça a pas l'air d'aller toi et tout. Puis il toussait et tout. Je dis appelle le médecin. Il me dit oh moi je suis pas malade. Il disait toujours mes anticorps c'est au Sénégal que je les ai pris. Je vois exactement le genre de discours. Et j'ai mangé du poulet, je bouffais les os. Il dit t'inquiète pas. Pas de problème. Et c'est vrai qu'il était jamais malade. Et donc là, il appelle le médecin lui fait faire des examens un peu plus poussés parce qu'il trouve pas. Et en fait, il a une boule au niveau de la gorge et il doit faire des examens. Et malheureusement, ces examens révèlent qu'il a je sais plus ce qu'il m'avait dit. C'était en tout cas un truc
pas bénin, donc il fallait qu'il fasse une biopsie pour voir ce que c'était, et puis peut-être en fonction des résultats de la biopsie, de la chimio, etc. Donc il va à l'hôpital faire sa biopsie et tout, et je me souviens avoir été le voir, et je me suis dit je vais lui ramener un bouquin, parce que c'est pas le mec qui savait se poser. Et j'imagine bien qu'à l'hosto, ça devait pas être... Parce qu'il était parti pour plusieurs jours d'examen. Et quand j'arrive à l'hosto, j'ai des copains à lui forcément qui sont là. C'est normal, s'il n'était jamais seul. Et je le vois hyper amaigri. Waouh, ça me fait un putain de choc. Voilà, je le dis. Surtout pour un mec, encore une fois, qui était plein d'énergie. 44 ans, mais je peux vous dire que putain, c'était un... Enfin, excusez-moi pour le gros mot. C'était un rock, que vous tapiez sur ses abdos. C'était Ouais. Enfin voilà, vraiment, le mec 44 ans, il en faisait 30, quoi. Une énergie de fou. Donc j'arrive à l'hosto, waouh. Un pulsidi, du mal à se déplacer et tout, mais toujours le sourire et tout. Et en fait, la petite histoire veut que c'est la dernière fois que je le vois. J'avais dit que je voulais pas faire chialer, mais... Non, mais c'est assez compliqué. On comprend. Et donc, en fait, ensuite, je l'ai au téléphone, il m'explique que... il est malade et qu'il doit se faire soigner. Pour ça, il doit faire de la chimio. Et je me souviens qu'il me demande à ce que je prenne son département en relation client. Et pourquoi il me demande ça? Il me dit parce que je sais que toi, quand je reviendrai en septembre, tu ne m'auras pas fait de coup de Trafalgar. C'est-à-dire que tu n'auras pas fait en sorte que compliquer son retour en tout cas. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas eu de décision qui aurait été prise qui seront inverses à ce que lui fait. Il dit on se connaît, ça fait des années qu'on se connaît, donc il dit j'ai confiance en toi. Je voudrais que tu prennes mon département. Donc il a toujours ce côté où il pense toujours à Ikea, à l'autre, en plus, au travail. Se dire même si là ça va pas trop bien, je pense aussi à l'avenir tout simplement. Ce message, quand il me le passe, je me souviens, il me le demande en off, et puis après on le refait avec le directeur de l'époque, donc clin d'œil à toi Pierre si tu écoutes ce podcast. On se retrouve en fait un samedi matin dans mon bureau, et où en fait il me confirme cette demande, entre guillemets, de prendre son département. Et il me dit je reviendrai en septembre plus fort, je vais me soigner, et je me souviens qu'il se met à me remercier, à pleurer. Et ça, en fait, moi, c'était pas possible, en fait. Enfin, clairement, si lui, Sidi, pour qui j'avais énormément d'admiration, se met à pleurer, je vais pas tenir. Et moi, je bosse ce jour-là, donc... et puis surtout, c'est pas que je bosse ce jour-là, c'est pas grave, à la limite. J'étais pas encore prêt à assumer à ce point-là mes émotions. Et surtout, l'objectif, c'était d'aller annoncer à son équipe que Sidi allait les appeler demain, dimanche, pour leur dire. Donc, fallait pas que j'arrive en chialant, parce que si j'arrive en chialant, ils vont se dire c'est grave. Et en fait, Sidi voulait leur expliquer que c'était pas si grave que ça. Donc, en fait, au moment où il se met à pleurer et dire merci, moi j'ai les larmes aux yeux et je lui dis écoute, Sidi, je vais raccrocher. C'est pas le lieu pour pleurer et tout, alors que c'est une connerie. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, je lui dis Sidi, je raccroche, je te rappelle demain. Et je vois qu'il me dit ok. Et je lui raccroche un peu au nez, en fait, en disant je te rappelle demain. Et je vois qu'il a du mal à gérer ses émotions, donc je raccroche. Je lui raccroche au nez. C'est la dernière fois que je lui parle. Donc voilà, pour la petite histoire. Je vais prévenir ses managers en leur disant voilà, Sidi va vous appeler demain, il va partager avec vous, il va pas tarder à revenir, c'est pas un truc grave, mais je veux qu'il vous en parle et tout. Donc chaque manager, je leur en parle. Et le samedi, le dimanche, j'essaye de l'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'essaye d'appeler son fixe, ça répond pas. Le lundi, j'arrive, et puis je vois un de ses managers, je lui fais t'as eu Sidi, et il me regarde un peu avec un regard genre qu'est-ce que vous êtes en train de trafiquer, parce qu'il m'a pas appelé. Oh, j'ai dit putain, ça pue la merde. Pourquoi il a pas appelé? Et là, en fait, j'ai pas le numéro de téléphone de sa femme parce que j'étais proche de Sidi, mais bon, voilà, à l'époque, on a le numéro de fixe. J'essaye de rappeler sur le fixe, j'ai pas et tout. Et donc, je me souviens avoir essayé de contacter... L'hôpital, peut-être? Non, Eric... non, parce que pour moi, il était pas à l'hôpital. Il était revenu chez lui, il faisait des soins, machin. Enfin, j'en avais pas... Il était assez pudique, donc m'avait pas donné d'éléments. Et donc, j'arrive par Eric à avoir le numéro de sa femme, et elle me dit t'inquiète pas, il s'est fait soigner, mais il est parti chez des amis, se reposer, il veut couper tout contact. Ok. D'accord. Mais... c'est quand même étonnant de Sidi. Puis passe quelques semaines, machin, les managers, je les préviens en disant bon voilà, il a dû se faire soigner, il a besoin de repos, donc
bon, ils aiment pas trop parce qu'ils voulaient avoir Sidi, quoi. Moi, je suis le RH, pas le mec. Avoir des nouvelles, tout simplement. Ouais, savoir puis en comment fait, il va. c'est même moi qui prends le relais des décisions à prendre. Et pour eux, pourquoi c'est pas Sidi qui leur annonce, quoi. Donc voilà, ça c'est la vie. Et pour la petite histoire, pas de nouvelles. Et j'essaye d'en prendre régulièrement. J'envoie des SMS, j'ai pas de nouvelles. J'essaye d'appeler sa femme qui me dit il se repose. Voilà, c'est après respect des gens. Il y a à peu près combien de temps là qui se passe En fait, c'est mi-avril et on est début juin. Et pour la petite histoire, on a une sorte d'audit RH qui se prépare le 10 juin, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et le 7, on est en répétition, cet audit. Et mon téléphone sonne, enfin, il y a un SMS, et c'est la femme de Sidi qui me dit « Est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone du directeur ?» Je lui dis « Ça va ?» Je dis « Un problème Oui. ?» Je dis « Si tu veux, tu peux m'en parler. » Non, je voudrais le numéro de téléphone, donc je lui passe. Je sais pas ce qu'elle en fait, j'ai pas le temps de... Mais je sens que ça sent vraiment pas bon, on n'a pas de nouvelles de lui. Ça t'inquiète. Ouais. Et en fait, le lendemain, le 8 juin, journée de travail, c'est un samedi, je rentre chez moi et je me souviendrai à jamais de ce moment. J'ai le téléphone qui sonne avec le nom de Marie, donc sa femme. Je sais. Ouais. En fait, je sais. Je sais que c'était grave et que c'est pour ça que j'ai pas de nouvelles de lui. Et elle m'appelle pour me dire que c'est fini. Et donc elle t'appelle au moment même où elle apprend cette nouvelle? Ou elle a laissé un petit peu de temps peut-être? Non, c'est arrivé quelques heures avant. Elle m'explique que c'était grave depuis le début en fait. Ce qui s'est passé, c'est que il a fait une chimio le samedi en question, ou le vendredi, ou le samedi quand on s'est eu au téléphone, le vendredi il a fait une chimio ou le samedi après-midi, je sais plus. Et en fait il a fait une infection et après il n'est plus jamais revenu. Il n'y a que ses très très proches qui ont été le voir à l'hôpital, qui ont gardé le secret. Je sais pas si c'est pas mieux, au fond. J'en sais rien. C'était peut-être son choix, tout simplement. Je sais pas. On sait pas. Et puis, au fond, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ce que me dit Marie, c'est que quelques jours après, elle me dit qu'il voulait absolument qu'on continue son action pour les enfants malades. A priori, c'est ce que Sidi a dit sur son lit de mort, donc je le garde en tête. Je vais pas m'étaler sur ce qui s'est passé en magasin et tout, mais... Un gros boom. Ouais. Pour un RH, devoir gérer ça, c'est jamais évident. Jamais. Mais quand c'est ton pote, waouh. Un pote avec 2 enfants, Farrell, je pense qu'il a 3 ans ou 4 ans. Ina Marie, elle a 1 an, truc de fou. Je dois gérer des trucs... Tu te mets à sa place en tant aussi que père. Tu travailles à Ikea, donc à ce moment-là, tu travailles dans l'endroit où tu l'as rencontré aussi. Et comment tu arrives à gérer un petit peu ça? Déjà, il y a un premier truc, c'est que le dimanche matin, enfin le samedi, j'appelle tous les proches qui ont bossé chez Ikea. Certains sont au courant par le téléphone arabe, si on peut dire. Okay. Les uns et les autres s'appellent, etc. Les personnes, c'est hard. Et donc ça a fait un gros boom dans Ikea? Ça a marqué plus d'un? Énorme. Et donc le dimanche matin, on décide d'appeler tous les collaborateurs de son département pour leur annoncer. Parce qu'on estime que l'apprendre le lundi en arrivant, ouais, puis à la vie du magasin, je veux dire... Et là, ce que je vais dire, c'est nul. Mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais on peut pas fermer le magasin. Pourtant, Dieu sait que... voulu. Dieu sait quoi, on aurait pu, ouais, je pense. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui... les clients n'auraient pas compris, donc voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Mais oui, donc vu qu'on ne pouvait pas fermer le magasin, on a pris la décision, le comité de direction, de dire faut qu'on leur annonce avant. Donc pourquoi je partage ça? Parce que je me dis demain, vous êtes peut-être RH et vous ne savez pas comment, enfin vous allez arriver peut-être un jour à gérer ce genre de choses. Je dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions, mais il y a une expérience que je partage et puis vous prenez pas, voilà. Et il y en a qui nous ont dit merci, parce que faire ça un dimanche, waouh. Il y en a qui nous en ont voulu énormément, en nous disant vous nous appelez le dimanche, c'est horrible. Oui, mais en fait, excuse-nous, la prochaine fois on décidera d'autres choses. J'étais pas raccord avec la démarche en fait. Ouais, puis je veux dire, Sidi n'a pas fait exprès de décéder un samedi soir, machin. On ne choisit pas. Voilà, on choisit pas, donc voilà. Mais
c'est comme ça fait partie de la vie, et c'est le côté aussi français où on râle sur les machins. Donc le lundi matin, je peux te dire que waouh, tes obsèques et tout ça, enfin bref. Donc ça se passe comment du coup la suite pour lundi matin? Ouais, le lundi matin, on se réunit tous les managers. Je dois prendre la parole devant eux. Une grosse épreuve. Cata, quoi. Une cata. J'ai face à moi des filles avec qui je bosse depuis un long moment, et je veux pas les regarder parce que je sais que... Ça rappelle, c'est compliqué. Si je les regarde, je sais que je vais chialer. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu comment on va faire. Et bah, bien sûr, au fond, je me dis après tout, ton pote, tu peux te permettre en fait. C'est pas grave. Mais il y avait un côté, et j'ai appris sur moi avec ça, mais il y avait un côté soit parfait qui prend une claque dans la gueule, parce que le parfait... n'existe pas. Non, puis en plus, le parfait, quand il prend une émotion dans la gueule, il reste plus très parfait, quoi. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Donc ouais, difficile à gérer. C'est, en fait, il a été inhumé au pays. Donc il y a eu juste une petite cérémonie à l'hôpital, dans une petite salle. La petite réflexion, je sais qu'il y a certains qui vont me dire ça n'a pas le lieu du podcast, mais justement ça représente qui il était. On était plusieurs copains à attendre dehors parce que c'est... voilà. Et en fait il y a un rite musulman avec des messieurs avec des longues barbes qui arrivent et tout ça. Et on est plusieurs copains à dire ça lui ressemble pas. Ouais. Il aurait dit c'est qui ces mecs avec ces longues barbes, parce que pour lui la religion musulmane c'était autre chose que de l'apparence. Voilà, je pense vraiment. On a été, c'est marrant. Oui. On est plusieurs copains à avoir dit la même chose en même temps. Donc voilà, c'est la petite, c'est le petit clin d'œil à comment il voyait la religion, et justement le fait de dire que la religion c'est pas toujours l'image qu'on en donne, c'est plutôt la manière dont on la vit. Et donc il a été inhumé au Sénégal, et d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que forcément j'y étais pas, il y a eu un article sur lui parce que son papa ayant eu des fonctions assez importantes, des gens de sa famille aussi, on a parlé ministre et tout ça, sa femme m'a dit comme une rockstar. D'accord. Comme une rockstar. Ouais. Mais il a été inhumé de la manière la plus simple, enfin pas loin d'un arbre, enfin voilà, de manière très très simple, mais avec un monde fou. Donc quand tu dis comme une rockstar, c'est de par sa notoriété là-bas? Même pas, a priori. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, et je l'ai appris après, parce qu'on a fait une... Et là, je dis merci à Eka et merci à Pierre. Un dimanche après-midi, si je me trompe pas, on a fait un petit hommage à Sidi, et on a invité plein de gens dans le magasin. Donc Eka nous a permis d'utiliser le magasin, de diffuser un petit film, et j'ai appris des choses sur lui. Il y a eu de la famille qui est venue. Donc il y a eu un gros mouvement qui s'est passé par la suite. Vous êtes unis entre la famille, les collègues, les amis tout simplement. Et comment se passe la suite? Et alors, j'allais oublier ce moment, mais il y a eu un petit moment de parenthèse. En fait, toi tu le sais, je cours régulièrement. Et à ce moment-là, on avait 2 personnes dans le magasin qui étaient malades. Il y avait Sidi et il y avait Christine. Clin d'œil à toi. Et en fait, moi, j'avais dit à chaque fois que je m'inscris à une course, je prendrai un t-shirt. Le premier que j'ai fait était dégueulasse. J'ai pris un t-shirt blanc, j'ai écrit Sidi au marqueur. Je peux te dire qu'il n'y a plus une fois, ça fait un truc monstrueux. Tu l'as toujours ce t-shirt? Celui-là, celui où j'ai écrit Sidi comme ça à la main, non. J'en ai fait faire un autre après que j'ai floqué. Okay. Voilà, j'ai fait un peu plus pro. Mais le premier, il y avait donc j'ai fait les 10 km de Bondu. Et j'avais dit, il y a les 10 km de Frelinguin. Pour les non-nordistes, désolé pour ce nom, dans la campagne de Lille. Et j'avais dit, je m'inscris à ces 10 km-là, ils ont l'air sympas. Je vous propose de venir courir les uns et les autres au nom de Christine et au nom de Sidi. C'était de tête comme ça, fin juin, le 30 juin, je me demande un truc comme ça. Et malheureusement, donc Sidi est décédé début juin. Et je ne sais pas quoi faire de cette course. Et en fait, il y a un moment, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi on ne la maintiendrait pas? Parce qu'en fait, c'était affiché dans les couloirs qu'on faisait cette course. Et Ikea nous accepte de nous financer des t-shirts jaunes, pétants, comme le soleil. La petite histoire dira qu'on aurait dû prendre un grammage beaucoup moins marqué sur les t-shirts. Ça fait moins BTP peut-être.
Non, c'est juste que en fait, ça fait surtout 12 kilos à peu près quand il fait chaud. D'accord. Et ce jour-là, en fait, à la course, il a fait une chaleur de malade. Et en fait, les gens ont tous répondu présent. Ça a été un truc de malade, vraiment. J'essaierai de retrouver les photos et de les partager avec le podcast. Mais Avec plaisir. il a fait un soleil. Les gens ont dit, c'est Sidi qui l'a balancé. Et les gens ont couru soit 5 km, soit 10 km. Certains ont fait 5 et 10. Pour Sidi. Donc il y a des gens, je pense, qu'ils ont mis des baskets qu'ils n'avaient pas mis depuis peut-être 5 ans, 10 ans. Ouais. Il y en a qui ont retrouvé des muscles, ils ne savaient pas où ils étaient, et ils les ont retrouvés. Voilà, mais tout le monde a fait l'effort. Ça a été une sacrée putain de communion qui était à son image, qui était magnifique. Donc voilà, ça c'était le bel hommage. Ensuite, on a fait en septembre cet hommage. Et l'idée, c'était de faire perdurer sa mémoire. Donc on a voulu créer une asso. Et c'est aussi l'intérêt de partager sur ça dans le podcast parce que je veux expliquer un peu l'histoire de cet asso. Donc l'asso s'est appelé Le Monde de Sidi, on l'a créé avec sa femme, avec son frère, avec des copains, etc. Et on a laissé... moi, j'ai voulu rester en retrait. Je voulais que ce soit sa femme qui soit... je pense qu'elle a voulu être secrétaire ou quelque chose comme ça. Enfin bref, trésorier. Prendre un peu en main l'assaut. Voilà. Moi, j'ai dit, je vais rester en recul. J'avais déjà organisé la course à pied, tout ça, machin. Je voulais pas être le moteur à 100%. Et le temps se passe. En fait, il y a un problème administratif qui fait qu'on ne reçoit pas tout de suite la validation de l'association. Ensuite, auprès de la banque, Marie les reçoit en recommandé, mais comme elle travaillait sur Paris, elle n'était pas souvent chez elle. Donc voilà, c'est sa maman à Marie qui est là pour gérer les petits, parce qu'effectivement la question se pose. Je fais aussi une parenthèse parce que j'allais l'oublier, mais tu m'as posé la question de ce que je faisais tout de suite après. Le lundi, effectivement, j'ai géré tout. Et après, pendant 3-4 jours, mon seul objectif, c'est très con, mais c'est comme ça que je fonctionne, je me suis mis un objectif, je me suis dit, il y a de la prévoyance chez Ikea. L'objectif, c'est qu'on déclenche ça le plus rapidement possible pour que sa femme, elle se pose 0 question financièrement. Parce que je me doute qu'il peut y avoir des trucs et tout. Donc voilà, ça a été pendant 3 jours ou 4 jours intense avec Aline, de démarche. qui est au service RH, de démarche, de trucs, de machin, de récupérer tel papier, de faire ci, de faire ça. Je faisais ça pour ses gamins aussi, parce que voilà, pour moi, il avait droit à cet argent. Ça ne le ramènera jamais, bien sûr, mais c'était une manière aussi de dire, voilà, ça c'est réglé et on gère. Donc, je ferme la parenthèse. On crée cette association qui s'appelle Le Monde de Sidi. Oui. On a du mal à recevoir les chéquiers et tout pour pouvoir... en fait, la validation du compte en banque pour pouvoir ensuite derrière verser de l'argent que Ikea avait. On a fait en fait, on a une cantine chez Ikea. Il y a un midi où Ikea accepté que l'argent n'aille pas chez Ikea, mais aille bien comme un don à l'association. Donc respect total, merci encore une fois. Et on a fait ça avec une autre occasion où on a dit venez donner quelque chose. Enfin bref, je sais plus, mais en tout cas on avait une petite somme d'argent. Malheureusement, Marie étant souvent sur Paris, tout le week-end pas forcément dispo, ça traîne. Et à un moment, on lui propose avec 2 copains de Sidi, donc Carmelo et Pape, de reprendre un peu en main le truc et de dire vas-y, on va reprendre en main l'association. On ferme le compte bancaire de l'autre côté parce qu'ils nous balançaient des frais, ils nous avaient menacé de fermer. Enfin bref, du truc, c'est chiant. De tête, c'était... Non, je ne vais pas citer. Et on ouvre le compte bancaire et moi, je me mets en tant que secrétaire, Carmelo en tant que trésorier, Pape en tant que président. Et moi, je dis aux gars, je vous le dis, je veux pas être le moteur. Je vais vous suivre, mais je veux pas être la locomotive. Je veux vraiment qu'on bouge tous ensemble, quoi. Donc, quand est-ce qu'on se réunit, tout ça. Et en fait, malheureusement, chacun a ses préoccupations, ses obligations. Je sens que les gens derrière, on avait lancé, dès qu'on a ouvert l'association, on avait lancé les cartes pour s'abonner. Donc il y avait du monde autour de nous le jour de la course, il y avait du monde autour de nous au moment du décès et tout. Et en fait, quand on lance les cartes en disant faites perdurer l'action de Sidi auprès des enfants, etc., il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Moi, ça m'a impacté. Mais après, j'ai pris du recul là-dessus, mais vraiment pas beaucoup de monde. Et donc, l'association vivote. Et à un moment, je dis à Pape, écoute, Pape, c'est toi le président. Je dis, moi, je sens que on est en train de garder une asso pour pas grand-chose, puisque à la banque, il faut savoir qu'il y a des frais de compte qui existent. Donc, à partir du moment où il y a des frais de compte...
l'argent qu'on a récolté à un moment, il est en train de s'étioler. Régulièrement, je recevais un courrier disant « Monsieur, le compte n'ayant eu aucun mouvement, nous allons le déposer à la caisse des dépôts et consignations. » Punaise, merde. Donc, ça rajoute un poids. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais de l'argent dessus pour qu'il y ait un mouvement. Mon argent perso, mais ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, bref, c'était pas très logique dans le monde. Donc je relance Pape une fois, il me dit je vais lancer les potes au Sénégal et tout, tu vas voir, on va faire des trucs. Et en fait, il se passe rien. Et puis, j'avoue que voilà, j'avais déjà eu cette déception de la course. Pour la petite info, l'année suivante de la course, on se dit c'est les 1 an, on va tous revenir courir. On était 10. Bon, il pleuvait, on était 10. Et comment tu t'es senti par rapport à tout ça, voir que vos projets ne prennent pas le résultat escompté? Sur le coup, au moment de la course, par exemple, on n'est plus que 10. J'en veux un peu aux gens en me disant comment on peut avoir été comme ça, aidé par un mec et si peu reconnaissant de ce qu'il a pu faire et de pas donner suite. Avec le temps, aujourd'hui, je me dis chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Moi, j'honore la mémoire de Sidi de cette manière, aujourd'hui, en parlant de lui, en pensant à lui. C'était son anniversaire le 16 mai. Je pensais à lui. Voilà, il y a plein de manières, donc j'en veux pas, je suis pas aigri. Sur le coup, j'étais un petit peu vénère, mais après, je me suis jamais dit allez, je vais être la locomotive, je vais organiser des trucs. Je savais que je serais une locomotive et que les wagons derrière me suivraient pas. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc. Donc j'en veux à personne. Bon, ce qui est un peu compliqué, c'est que en plus Carmelo est parti dans le sud et tout, donc c'était difficile. Et encore une fois, entre nous, on a toujours été très honnêtes, très francs. On savait qu'on voulait faire un truc, mais on voulait que ce soit les gens aussi qui soient reconnaissants vis-à-vis de Sidi. On ne devait pas être les 2 ou 3 seuls moteurs. Et pour la petite histoire, l'argent continuait à partir de ces fameux frais de banque. Et à un moment, je commençais à me dire putain, c'est pas possible, quoi. On est en train de claquer le peu d'argent qui reste sur le compte, on est en train de le claquer en frais bancaires, c'est-à-dire qu'on est en train de donner de l'argent à une banque alors qu'on devrait le donner à des enfants malades, etc., comme c'était voulu. Et donc à un moment, je prends les devants, j'essaye de contacter Pape 1, 2, 3 fois, je vais sonner chez lui, pas de nouvelles, tout ça, machin. Je vois sa femme, elle me dit oui, il va te contacter, et puis bon, voilà. Et c'était un pote de Sidi, hein, ça l'est toujours. Donc à un moment, je dis tant pis, je vois avec Carmelo, je dis on va lui envoyer un recommandé pour faire les choses bien. On va le convoquer à une assemblée générale pour clôturer l'assaut. Carmelo est OK. Je rentre dans les détails parce que, encore une fois, allez, vas-y, c'est le monde associatif. Hein, et il n'y a pas que du positif dans le monde associatif. Il n'y a pas que des moments de joie, de bonheur, de ceci, de cela. Il y a aussi des moments où c'est un peu plus difficile. Il est présent le jour de l'assemblée? En fait, tout le monde est là. Pape n'est jamais venu le jour de l'assemblée. On l'a fait en visio puisque Carmelo était à distance. Était à Montpellier. Loin, oui. Voilà, donc, mais on décide avec Carmelo de dire faut stopper, quoi. Il y a un moment. Et en fait, il faut verser, quand on clôture une association, il faut faire un don un don. Il faut clôturer tout ce qu'on a comme actif. Et comme actif, on n'avait pratiquement rien, hormis cette somme d'argent qui devait être de 300 et des euros. Et donc, on décide avec Carmelo. Moi, je lui propose de le faire à Wonder Augustine, l'épisode 2 du podcast Allez, vas-y. Tout simplement parce que je connais Sophie Bouquet, qui est une petite cousine de ma femme, et voilà, je me voyais pas donner ça à une association très grosse et tout machin, ou que je connaissais pas, donc j'ai dit voilà, Wonder Augustine, c'est pour la recherche contre le cancer pédiatrique, c'est les enfants malades, c'est nickel. Toujours un beau geste. Voilà. Et donc on valide la clôture, puisque Pape n'étant pas venu, mais on avait fait les démarches, il y avait le recommandé, il y avait ceci, donc voilà, il n'est pas venu. Et donc je contacte tout de suite la madame de la banque et je lui dis voilà, on voudrait donner de l'argent à Wonder Augustine et tout machin. Elle me dit je connais. Elle dit j'adore cette association. Et c'est vrai que la CIC, si j'ai bien vu passer, ils ont fait un petit don dernièrement. Et elle me dit je vais regarder ce que je peux faire. Je lui dis en fait non, on va juste faire un virement. Elle dit non mais par rapport aux frais bancaires. Je dis oui, en fait on a eu des frais bancaires depuis 1 an et demi, en tout cas depuis le début pratiquement on a des frais bancaires et on n'a rien fait. Et donc elle est revenue, je pense 1 an et demi en arrière de frais bancaires qu'elle nous a offert, ce qui fait que la somme qu'on a donnée à Wonder Augustine était un petit peu plus élevée. C'est pas une grosse somme, mais c'est le geste, ça aide beaucoup. C'est le plaisir d'avoir pu verser de l'argent. Donc aujourd'hui, pas mal de personnes entendront que l'asso est fermé aujourd'hui, parce que j'ai rien communiqué, j'avais du mal. En fait, j'ai eu du mal à
à contacter Carmelo pour dire allez Carmelo, on ferme le truc. Le papier, il est resté sur mon bureau pendant des mois. J'avais mis Sidi pour faire... Parce que la démarche, elle me faisait mal. Ouais. Mais au fond, c'était une réalité depuis un moment. Donc j'ai dit, allez, soyons intelligents, donnons le maximum d'argent à Wonder Augustine plutôt que de laisser l'argent mourir. Donc voilà, ceux qui avaient adhéré à l'association, c'est pas très nombreux du tout. Vous savez que votre argent est parti au bon endroit. Et donc, le principe de tout ça, c'était que, effectivement, je voulais... vraiment faire un clin d'œil à Sidi. Ça va faire 9 ans qu'il est décédé en fait, quand normalement vous écouterez le podcast, c'était il y a 2-3 jours, le 8 juin 2013, donc 8 juin 2022. D'accord. Et je voulais absolument donc lui rendre hommage. Ça, c'était le premier truc dans cet épisode. Et le deuxième truc, c'était de parler de comment on crée une association. C'est chiant, franchement. Même avec Internet et tout ça, c'est chiant. C'est tout des démarches et compagnie avec le truc. Mais bon, voilà, c'est pas compliqué à faire. Et une fois qu'on a réussi, parce qu'il y a eu des problématiques avec l'adresse, le ceci, le cela, machin, la carte d'un tel qui manquait, enfin bref, une fois qu'on a réussi à le faire, en fait, il faut des moteurs. Et nous, on n'a pas réussi à se coordonner en tant que moteur. Moi, j'ai pas voulu... Voir aussi cette chute au final. Ouais, et puis donc, je voulais montrer que une asso, des fois, ça se crée. Puis en fait ça vit pas et ça meurt et ça. Voilà, il faut l'accepter, c'est pas évident, encore aujourd'hui c'est pas évident, pour moi c'est un échec et je le prends pas comme un truc négatif puisque d'un échec j'apprends, je reste pas sur c'est un échec mon Dieu, ça me fait mal toujours de me dire pas réussi, des remords peut-être, pas de regrets parce que j'ai fait les choses comme je le pensais à ce moment-là. Je voulais pas que l'assaut Le Monde de Sidi soit l'assaut de Fred et je sais comment je suis, j'aurais donné beaucoup et au fond peut-être j'aurais donné beaucoup pour une fois de plus un peu oublier que ce qui s'était passé avec Sidi, donc voilà, c'est cette conclusion qui est dommage, mais au fond on a donné de l'argent à Wonder Augustine, ça va aux enfants pour la recherche, c'est pas grand chose, j'aurais aimé donner plus, mais moi je continue à vivre pour moi, mais aussi en pensant à lui régulièrement. Ce podcast Allez Vas-y, il est aussi un petit peu en lien avec lui, il y a de lui là-dedans. Enfin, à un moment je me suis même posé la question de dire est-ce qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas un clin d'œil avec Allez Vas-y, ça se termine par un Y et Sidi c'est S-I-D-Y, donc voilà, il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit lien caché. Il y a un petit lien caché quelque part, sans le vouloir, ou en le voulant, j'en sais rien. Puis peu importe. Mais du coup, par rapport à l'avenir, comment tu te sens ? C'est-à-dire que est-ce que tu as le souhait de vouloir faire quelque chose ? Ou est-ce que, au contraire, tu comptes plutôt voir ce côté pensif pour Sidi ? C'est une bonne question. Déjà, le fait de faire le podcast en parlant des gens qui passent à l'action, mettre en avant ces gens qui sont humbles. Certains, c'est des entrepreneurs. D'autres, c'est des sportifs de haut niveau. D'autres, c'est des bénévoles. Je voulais pas faire le focus à 100% que sur les bénévoles parce qu'il y a un peu de tout. Et il t'arrive d'avoir quelques pensées à Sidi, justement, quand tu... Ouais, okay. Très régulièrement. C'est pour la petite histoire, je voulais pas m'étaler, mais quand j'ai fait ma formation en coaching, en formation continue, grâce à Fabrice, encore merci, quand j'en suis revenu, je me suis dit, je vais créer ma boîte. D'accord. Et j'ai dit, je sais pas comment, j'avais pas le courage au fond, mais je savais pas comment, j'avais besoin que quelqu'un m'aide un petit peu. Et Lucidi m'a dit, moi j'adorais, enfin j'étais encore en lien avec le sport. En fait, au moment où il tombe malade, j'avais eu la validation de faire un diplôme universitaire sur de la préparation mentale en lien avec les sportifs et en lien avec l'entreprise. Donc utilisable à différents endroits, le stress pour prendre la parole, etc. Ça se traite comme ça. J'avais été accepté par ce diplôme universitaire à Dijon, j'avais tout organisé. Et quand Sidi tombe malade, je laisse tout tomber. Ouais. Mais donc si j'avais fait ce diplôme universitaire, c'est parce qu'on avait discuté avec Sidi et que Sidi, pour la petite histoire, pour vous dire à quel point il est humble, pour les vieux, ça va leur parler. Sidi, il passait des fois des soirées avec Georges Weah, David Ginola du PSG. Voilà, entre autres, parce qu'il avait des potes de jeunesse qui étaient devenus, notamment Oumar Dieng, qui étaient devenus sportifs de très haut niveau. Et donc il m'a raconté plein d'histoires que je garde pour moi, mais en tout cas il m'a mis en lien. Un jour je lui dis putain, franchement, bosser avec des sportifs de haut niveau et tout. Il me passe son téléphone au moment où je suis en train de dire ça, parce qu'en fait il est un petit cachotier, et il me file Oumar Dieng au téléphone. Okay. Moi qui suis un fan de sport, déjà je suis nul au téléphone, enfin faut
pas dire ça. Et tu reconnais tout de suite Oumar, tu te dis... Non, en fait, parce que je le connais pas, mais je sais... Enfin, en fait, je vois, quand il me file le téléphone, je vois qu'il est marqué Oumar Dieng. Je dis, t'es malade. Puis il me fait, vas-y, il t'attend. Bonjour Omar, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et puis il me dit, Sidi m'a dit que tu voulais avancer dans des trucs dans le sport, on va se voir, je bosse aussi un petit peu pour le LOSC et tout machin. Ok, on s'est vu un soir, ça n'a pas donné de suite pour plein de raisons, et puis parce que aussi, il y a eu après ce qui s'est passé, mais voilà, toujours est-il que j'avais envie de créer ma boîte, et lui, il devait être dedans, quoi. Lui, c'était mon VRP, et Sidi, aujourd'hui, là, je roule en Ferrari, je plaisante. Mais en tout cas, c'est un mec qui avait une de ses tchatches. J'adorais ça, et c'était une belle tchatch, c'est-à-dire que c'était humain. Et donc, ce côté, genre jouer à PSG, tout machin, il en parlait très peu. Putain, mais l'humilité. Voilà, donc au fond, il y a toujours de Sidi dans ce que je fais, il y a des pensées pour lui régulières et autres, et donc je pense qu'Allez Vas-y, c'est mon bénévolat en fait, c'est ce que c'est ma manière de mettre en avant des belles causes. J'ai donné beaucoup dans le basket, et ceux qui me connaissent le savent, et je donne encore beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que je vais essayer de faire un peu des deux, de continuer à donner dans le basket et suivre mes garçons. Ça, c'est important pour moi. Mais c'est aussi de pouvoir me diversifier un peu et de toucher d'autres causes. Je vais faire une petite dernière parenthèse, parce qu'on n'en a pas parlé, mais malheureusement aujourd'hui, en fait, on n'a plus de contact avec Marie et avec Farel et Ina-Marie, qui sont les deux enfants de Sidi, tout simplement parce qu'on a appris du jour au lendemain qu'elle repartait au Sénégal, et je respecte son choix. Pas de problème. Franchement, je suis personne pour juger, mais la seule chose, c'est que un jour, je me souviens que Marie nous avait dit avec Carmelo, on était tous les deux, elle avait dit vous êtes les tontons, vous emmènerez Farel une fois au foot, vous emmènerez faire les trucs que Sidi pourra pas faire. Peut-être un jour. On sait pas. Un jour. Voilà, peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai encore jamais été au Sénégal. Est-ce que tu comptes y aller un jour? Ce serait peut-être... Ça faisait partie de mes engagements, et aujourd'hui je me pose plein de questions, parce que peut-être que je vais trop projeter, peut-être que je vais avoir une déception, peut-être que j'idéalise en fait le Sénégal de Sidi et que je veux le garder comme ça, j'en sais rien en fait, je sais pas. Est-ce que ce serait pas beau de le conserver dans ta tête au final? Peut-être, je sais pas. Peut-être vraiment, à méditer. Ouais, je me laisse le temps. J'ai fait ce podcast, je suis content. Et puis voilà, et puis j'ai fait ce que je voulais faire pour lui. Et puis je pense à lui régulièrement. Donc on inviterait une personne venant du Sénégal dans ce cas. Il viendra parler. Peut-être. C'est peut-être. Peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui aura envie de. Oui. Voilà. Donc on comprend qu'il a eu du coup un gros impact sur ta vie, que ce soit pro, actuellement avec Allez Vas-y, ou même dans toutes tes démarches entrepreneuriales, aussi dans le niveau perso, pardon. Et comment aujourd'hui les personnes qui connaissaient Sidi, donc tes anciens contacts par exemple d'IKEA, réagissent justement, vivre après son décès? Je pense que chacun le vit à sa manière. Ouais. Et on en parle pas tant que ça, mais parce que aussi je suis de moins en moins en contact avec des gens de Ikea, parce que les uns et les autres partent faire leur vie ailleurs, certains sont encore chez Ikea, d'autres sont partis, donc on se voit, c'est la vie qui fait qu'on se voit un peu moins, mais je pense que personne l'oublie, c'est pas possible, vraiment, voilà, donc à la limite, je pense qu'on va conclure là-dessus, mais c'est un mec qu'on peut pas oublier. C'est un mec qui a fait du bien à tout le monde. C'est un mec qui, quand il faisait pas de l'humanitaire, moi je me souviens qu'il a fait un aller-retour alors qu'il fermait le magasin en plein après-midi. Il m'a dit je vais venir t'aider à monter un meuble à l'étage, donc un carton à l'étage. Il a fait l'aller-retour, il était refermé le magasin après. Et il a fait ça avec tellement de gens. Il était même trop gentil des fois sur certains trucs. Donc non, c'est sûr, personne n'a pu l'oublier. C'est juste que effectivement, on n'en parle pas tous les jours. Mais voilà, ça fait partie de notre pensée commune, et puis moi je reste dans l'idée qu'il est là-haut et qui nous regarde. D'accord. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à Sidi? Non, je pense que son histoire. Je pense que j'en ai assez dit. On a débordé largement. On a dit plein de choses. Pour moi, j'ai honoré sa mémoire en le mettant en avant. Et s'il avait été encore là, je pense que on aurait tchatché ensemble de ce qu'il a fait en humanitaire et de ce qu'il prévoyait de faire là dans l'année qui suit. Parce que je suis persuadé qu'il n'aurait jamais arrêté de faire ce qu'il faisait. Donc voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est que l'histoire aujourd'hui par rapport à Sidi est loin d'être exhaustive. C'est uniquement un résumé. Il y a dû y avoir plein d'autres choses. Et c'est des histoires qui seraient bonnes à garder pour soi-même aussi. C'est ça qui fait la beauté de ce podcast aussi, je pense.
les gens pourront s'imaginer Sidi s'ils n'ont pas le visuel pour le moment. Ils auront la vignette. Tu mettras une ils photo auront son beau souvenir. D'accord. Son beau sourire surtout. Parfait, d'accord, ok. Alexander, merci à toi. Merci à toi. D'avoir accepté de m'accompagner dans ces moments qui sont pas évidents, mais c'était important pour moi de poser les choses sur le podcast parce que voilà, il y avait plein d'éléments qui étaient importants, de la mise en lumière, et donc merci à toi. Et puis je dis aux auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera peut-être un petit peu plus classique, on va dire, mais voilà, cette parenthèse elle était importante pour moi. Merci Alexander. Merci, au plaisir, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.